mon ami, et me fourni bien bébé, mamie. Papa nyanga bo, maman. Papi nyanga bo, maman. Et y'a se bénis, y'a béni, maman. Mon ami, il me fourni bien bébé, mamie. Mon ami, il me fourni bien bébé, mamie. Papi nyanga bo, maman. Papa nyanga bo, maman. Et y'a se bénis, y'a béni, maman. Bogalisa mon bello, sabati bunya bien pere mame. E bogalisa mon bello, sabati bunya bien pere mame. Ya soli ya bari mame, ya soli ya wangi mame. Ya bagi mo jwami mama. E bogalisa mon bello, sabati bunya bien pere mame. Bogalisa mon bello, sabati bunya bien pere mame. Ya soli ya bari mame, ya soli ya bari mame. Ya degi mo jwami mama. Nebubani nyambia pega, abega la muri mamosi. Nebubani nyambia pega, abega la muri mamosi. Yedegi mo nyambi mama, yarundi mo nyambi mama. Yasebi nyambia myo mamo. Bonjour Sylvia Bongo, alias la menthe religieuse, merci de me recevoir chez toi. Sylvia Bongo, tu suis comme moi l'actualité de notre pays, le Gabon, et tu as vu que cette actualité reste marquée par cette dépravation de mœurs de nos jeunes filles et jeunes garçons. Parce que tout simplement, il manque aujourd'hui des modèles, des références. Ça va dans tous les sens, surtout depuis que ton mari, Ali Bongo, a accédé accidentellement aux manettes de l'État. Depuis que ton Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009, les mœurs sont en constante dégradation dans notre pays, le Gabon. Sylvia Bongo, tu aurais pu être un modèle pour les jeunes filles gabonaises. Malheureusement, tu as choisi la voie de la déviance. Et c'est bien dommage. Ailleurs, quand on est première dame, on se doit d'être une référence. On se doit d'être un modèle. Parce qu'on doit indiquer le chemin aux autres. Parce que tout simplement, c'est la pintade qui est devant que les autres regardent. C'est la pintade qui est devant que les autres regardent. Tu es première dame. Tu es donc
en principe mère de la nation. Tu dois avoir un comportement responsable. Ton comportement doit être un message envoyé aux autres citoyens, notamment à la gente féminine. Malheureusement, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre que quand on est première dame, on doit être un modèle. Tu fais du n'importe quoi. Tu as une vie sentimentale très mouvementée. Comment veux-tu que des filles gabonaises deviennent des modèles quand toi-même tu es une palapala? Comment veux-tu devenir une référence quand tu es palapala et malgré les conseils qu'on te donne, malgré les critiques acerbes qui pleuvent sur toi, tu ne veux pas changer, tu te vautres dans la bêtise. Or, tu aurais pu être une référence pour la femme gabonaise en général. Malheureusement, tu préfères te vautrer dans la déviance. Depuis que ton mari est arrivé au pouvoir, ça t'a donné un peu d'aile. Parce que quand Omar Bongo vivait, tu ne faisais pas les sbroufs. Mais depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, toi tu es devenu la régente du Gabon, tu fous du bordel. Et ces filles-là sont à ton image. Les filles qui font du désordre là sont à ton image. C'est toi qui traces la voie à suivre. Si tu étais une référence, si tu étais un modèle en termes de rigueur comportementale, ces filles n'allaient pas se comporter comme ça. J'ai eu à attirer ton attention plusieurs fois sur le phénomène des proxénétismes sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes qui se créent où les femmes viennent faire, les jeunes filles viennent faire la promotion de leurs atouts sexuels. Groupe de placement, ça pilule sur Facebook, ça foisonne sur Facebook et au vu aussi de tout le monde, y compris de toi. Jamais tu as pris une décision pour dire non, la femme gabonaise, la jeune fille gabonaise en train de sortir de santé, bah, ce n'est pas bien. Il faut qu'on recadre les choses. Ce qui t'intéresse, ce sont les voyages. Ce qui t'intéresse, c'est l'argent du Gabon. Tu n'aimes pas le Gabon, mais tu aimes l'argent du Gabon. C'est une aberration, Sylvia Bongo. C'est une aberration. On ne peut pas être l'ennemi d'un arbre et ami de ses fruits. On ne peut pas être l'ennemi d'un arbre et ami de ses fruits. Si tu n'aimes pas le Gabon, il ne faut pas aussi aimer l'argent du Gabon. Depuis que j'ai tiré la sonnette d'alarme par rapport à cette dépravation de mœurs, j'ai commencé par le journal L'Union, qui est devenu votre propriété. Après, j'ai continué à École du Nord et Faits divers. Et sur Facebook et YouTube, j'ai ferraillé de ma voix et de ma plume contre cette dégradation continuelle des mœurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien en tant que première dame. C'est toi qui devais envoyer un message. Lorsque Edith Lucie Bongo était là, elle prodiguait des conseils aux jeunes filles. Moi, je l'ai accompagnée plusieurs fois dans des missions à travers le Gabon, dans le cadre de l'OPDAS, pour la lutte contre le sida, dans le cadre de l'élection Miss Gabon. J'ai écouté des conseils qu'elle prodiguait aux jeunes filles. Mais toi, à aucun moment, on t'a vu mener une croisade contre ces comportements déviants. C'est parce que toi-même, tu es là-dedans en plein. Et tu as peur qu'on te rejette, on te jette à la face tes bêtises. Parce qu'on ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Ce qui s'est passé au lycée technique, enfin, dans tous les lycées de la capitale. Mais ce n'est que la résultante
de votre politique que que vous menez au Gabon, depuis que vous régnez sur le Gabon. Ça a commencé avec Omar Bongo. Omar Bongo, avec Joséphine Kamadabani, c'était une calamité, une véritable calamité. C'est elle qui a tracé la voie. Elle n'a pas donné l'exemple d'une bonne première dame, couchoyant avec n'importe qui. Et quand la première dame couche avec n'importe qui, les femmes des ministres ne pouvaient faire qu'autant. On a vu les femmes des ministres coucher avec les chauffeurs. On a vu les femmes des ministres coucher avec les cousines de leur mari. Parce que la première dame qu'on avait, Joséphine Kamadabani, n'était pas un modèle. Moi, je suis choqué. Tu as la chance d'avoir aujourd'hui des jeunes engagés sur les réseaux sociaux. Donc, qui dénoncent les phénomènes que les médias traditionnels ne peuvent pas relayer. Ces phénomènes sont relayés sur les réseaux sociaux. Et toi, tu es là, continuellement connecté. Je te vois avec ton compte de Choco Gabon. Tu es connecté régulièrement. Donc, tu vois tout ça. Pourquoi tu ne dis pas stop? J'attends de toi, dans le jour à venir, une véritable croisade dans le Gabon pour sensibiliser les filles. Parce que les enfants sont comme une liane. Si tu ne l'orientes pas vers une bonne direction, elle va vers une mauvaise direction. En tant que première dame, on attend de toi une véritable croisade pour tenter de restaurer les mœurs que vous avez détruites. C'est toi qui as impulsé cette loi sur la dépénalisation de l'adultère. La dépénalisation de l'adultère est ton œuvre. Comme tu es une femme infidèle, tu as voulu cautionner, tu as voulu légitimer ton comportement déviant. Tu as voulu légitimer ton comportement déviant et tu as dit il faut dépénaliser l'adultère. Comme ça, tu es libre d'aller avec tes bonobos, faire de sexe. Mais ne fais pas de tes fantasmes un comportement national. Tu ne vas pas imposer tes fantasmes aux Gabonais. Tu as fait qu'on dépénalise l'adultère. Ok, l'adultère est dépénalisé. Qu'est-ce qui reste maintenant dans les ménages? Puisque l'adultère est dépénalisé, le mari peut coucher avec autant de femmes. Il est marié légalement. Il peut même les amener à la maison. Rien ne va, puisque l'adultère n'est plus puni. Donc ça devient la légalisation du désordre. La femme aussi peut faire autant. Elle peut découcher. Son copain la dépose devant son mari. Ce n'est plus un problème. Parce que l'adultère est dépénalisé. Donc il ne peut plus. Qu'est-ce qui va rester? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui reste? Il n'y a que soit le divorce, la séparation. Puisque le divorce, ça, ce n'est plus, comme c'est dépénalisé, ce n'est plus un motif. Ce n'est plus un motif, le divorce. Il faut que ce soit motivé par autre chose. Donc, ce n'est plus un motif de divorce. Qu'est-ce qui reste? Il n'y a que des crimes passionnels. Ce qui reste, il n'y a que les crimes passionnels. Puisque, même si le mari va se plaindre, on dira non, la loi ne punit pas ça. En droit, ce qui n'est pas interdit est permis. En droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, quand vous dépénalisez l'adultère, vous le légalisez d'une autre manière. Ça signifie quoi? Qu'un homme ne peut plus aller saisir des juridictions pour se plaindre. On dira non, la loi ne punit pas ça. Donc, qu'est-ce qui va rester à l'homme? L'homme frustré ou la femme frustrée, c'est le crime passionnel. Puisque la femme ne peut plus partir de la maison, puisqu'une femme peut découcher, peut faire, elle vient, parce que l'adultère a été dépénalisé, donc elle peut découcher, elle rentre, le copain la dépose devant la maison, il n'y a pas de problème, le mari ne doit pas se plaindre parce que ça a été dépénalisé par une dévergondée au nom de Sylvia Bongo. Donc comme ça, le mari ne pouvant pas faire partie de cette femme, puisque la femme a raison, puisque la loi n'interdit pas ça, donc ce qui va lui rester, il n'y a qu'un seul recours, il y a que le crime passionnel.
Il n'y a que le crime passionnel qui va rester à cet homme-là pour se débarrasser de cette femme. Est-ce que tu as vu un peu la dangerosité de ces lois-là que vous avez fait passer? Est-ce que tu vois la dangerosité de ces lois que vous avez inspirées pour légitimer vos fantasmes? Vous avez ensuite dépénalisé l'homosexualité. D'ici là, je ne serai pas surpris que vous avez ramené le consentement entre un homme et une femme à l'âge de 13 ans. Je ne serai pas surpris parce que vous faites dans du mimétisme. Comme la France a mené le consentement à 13 ans, c'est-à-dire qu'une fille de 13 ans peut déjà coucher avec un homme, ce n'est plus un viol. Or, jusque-là, au Gabon, tout rapport sexuel, d'après le code de procédure pénale, tout rapport sexuel sur une fille de moins de 18 ans est considéré comme un viol. Parce que on ne peut pas dire qu'elle est consentante. Donc, vous aussi, vous allez faire comme la France. Vous allez ramener la majorité, le consentement à l'âge de 13 ans. Comme ça, on va se trouver avec des bébés, avec des filles qui sentent, des enfants qui sentent encore les pipis, pour être les maîtresses de tous les pervers que vous avez au sommet de l'État. Voilà le Gabon que tu es en train de construire brique par brique avec ton mari Ali Bongo. Voilà le Gabon que tu es en train de construire. En tant que première dame, tu aurais pu amener Ali Bongo à ne pas prendre une mauvaise direction. Mais comme tu manques de vision, tu manques de prospection même, de politique de prospection, ta vision est obscurcie par ton mercantilisme rampant, donc tu n'as pas pu aider ton mari à faire œuvre utile au Gabon. Résultat, son passage à la tête de l'État est un passage à vide. C'est un passage à vide. Parce qu'il n'avait pas une bonne femme. Quand il y a un bon dirigeant, c'est que derrière lui, il y a une bonne femme. Mais quand on a une dévergondée comme première dame, alors c'est une calamité parce que la femme, la première dame, est le premier conseiller de son mari. Tu as vu Barack Obama aux États-Unis? Tu as vu Barack Obama aux États-Unis? Tu as vu combien de fois sa femme jouait un premier rôle? Le rôle de premier et dernier conseiller même. Avant d'amener un projet, Barack Obama le soumettait d'abord à sa femme parce qu'elle a une vision. Parce qu'elle n'était pas là uniquement pour de l'argent. Or, toi, tu as fait des calculs pour être avec Ali Bongo comme première dame. Tu savais que Ali Bongo était prétentieux, qu'il allait être président. Et tu as fait tes calculs sur la base de ça parce que tu es mercantile, tu es une femme vénale. Donc, tu t'es mise dans cette option-là, cette optique-là de devenir première dame uniquement pour mettre le grappin sur les richesses du Gabon. Dans ta tête, c'est zéro. Tu n'as rien dans ta tête. Dans ton ciboulot, c'est un magma de boue. Il n'y a rien à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Une première dame pala, une première dame éparpillée, qui n'a pas d'idée fixe sur le développement, qui ne connaît rien, qui ne connaît pas le sociogramme des Gabonais, et pourtant ayant grandi là, rien. C'est ça qu'on a. Pourtant, tu aurais pu être un modèle pour les jeunes filles gabonaises. Tu avais tout pour réussir. Tu es venu au Gabon, tu étais ado, petite fille. Tu as tout appris là. Tu as tout appris là, même à te laver. Le Gabon t'a fait tolérer peinture. Si tu as assez semblant de beauté, c'est parce que l'agent du Gabon est passé par là. Mais en reconnaissance, qu'est-ce que tu apportes au Gabon? Tu n'apportes rien au Gabon. Ta présence égale à ton absence. Tu ne vaux rien. Maintenant, voilà les mœurs des Gabonaises. Les Gabonaises sont maintenant aujourd'hui à ton image. Ces jeunes filles gabonaises sont à ton image. Pala comme toi. Dévergondées comme toi. Parce que tu n'es pas un modèle.
Tu aurais pu être une référence pour ces jeunes filles. Avec des filles comme ça là, comme celles qu'on voit là, avec des filles, avec des femmes comme toi là. Mais vous êtes comme des voitures d'occasion, on aura toujours des pannes. Des femmes comme toi sont comme des voitures d'occasion, on aura toujours des pannes. Tu n'es pas un modèle. Si tu étais un modèle, la femme gabonaise n'allait pas être dévergondée jusqu'à ce niveau. Tu as dit stop. Quitte à impulser des lois très répressives par rapport à ce genre de comportement déviant. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu es zéro. Tu ne vaux rien. Tu es une bonne à rien. Je plains le sort de celui qui va hériter de toi après la mort d'Ali Bongo. Parce que vraiment, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Ce serait un héritage maudit. Si tu étais une bonne femme, Ali Bongo serait un bon président. Parce qu'à chaque fois qu'il sortirait de sentiers battus, tu allais lui dire non, c'est pas bon, chérie, c'est pas bon, on fait ça. Un homme écoute toujours sa femme. Il y a un moment particulier où l'homme écoute sa femme. Tu sais ce moment-là, à 5 h du matin. Hein? À 5 h du matin, quand vous êtes là. Hein? Quand vous faites le petit déj là. Même quand le mari est énervé, à 5 h du matin là, quand vous faites le petit déj ou bien le rappel, tu nous souffles quelque chose. Chérie, vraiment, hein, quand il est repu là, quand il est repu comme un boa qui a avalé une chèvre ou une antilope, c'est là où tu dis, bon chérie, par rapport à ça, cette loi-là, je trouve que ce n'est pas bien, il faut essayer de faire comme ça. Quand il est repu là, il est obligé d'accepter. Mais comme tu n'as rien dans ta tête, comment veux-tu changer les choses? C'est nul. Tu ne vaux rien. Voilà, une dame, première dame, doit jouer un rôle important à côté de son mari. Tu devais jouer un rôle important à côté de ton mari. Tu ne devais pas faire ça. Parce que la femme est la pièce maîtresse. C'est pas pour rien qu'on l'a ajouté à l'homme. Parce que la vie sans la femme ne serait rien. Si on avait créé l'homme seul. La femme incarne la divinité. Toi, tu ignores même le pouvoir que toi, tu as entre tes mains. Tu ignores ce pouvoir chaque jour que Dieu fait. L'homme se met à genoux devant la femme parce que la femme incarne la divinité. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. La position là, quand tu fais les mauvaises choses là, l'homme se met comme ça, pas ses genoux, touche le matelas. Donc il se met à genoux devant toi. La position la plus usée là. Donc tu ne connais rien. Tu as un pouvoir que tu ne sais pas utiliser. Tu utilises ça rien que pour de l'argent, des trucs futiles, alors que tout n'est que vanité. Tout est vanité de vanité. Tu n'arrives pas à utiliser ton pouvoir de première dame, ton pouvoir de femme, pour impulser une dynamique, pour qu'on se souvienne de toi positivement. Mais qu'est-ce qu'on gardera de toi? On gardera de toi l'image d'une palapala. On gardera de toi l'image d'une palapala. Parce que tu n'as rien fait de positif pour le Gabon. Et c'est bien dommage. Or, une femme doit jouer un rôle à côté de son mari. Quand son mari se trompe, elle doit dire avec la douceur, non chérie là, je crois que tu t'es trompé, c'est comme ça, tu aurais pu faire comme ça là. Parce que la femme a un sens d'observation parfois que l'homme n'a pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Zéro. Tu n'as rien qu'à porter de longues robes comme une mante religieuse, jamais tu apportes quelque chose. En plus, tu n'es pas une valeur ajoutée pour le Gabon. Tu n'es pas une valeur ajoutée. Au contraire, tu es une malédiction pour le Gabon. Regarde comment tu pilles l'argent du contribuable. Regarde comment tu détruis le Gabon. Or, si tu étais quelqu'un de réfléchi, tu aurais pu dire à ton mari, vraiment, chérie, tu es maintenant affaibli. Il faut qu'on se consacre à notre vie de famille. Il faut laisser les fonctions que tu occupes parce que tu ne peux plus les assumer dans cet état. Tu aurais donné ces conseils. Il n'y a que toi pour convaincre Ali Bongo, qui est devenu aujourd'hui ton animal de compagnie que tu balades partout. Tu aurais pu lui dire ça. Il n'y a que toi qui pouvais dire, bon, écoute chérie, là c'est pas bon, on va partir parce qu'il faut que la vie continue. Or, toi, c'est que tu veux ce quoi? Tu veux qu'il meure pour être veuve heureuse. Dieu seul sait si tu n'as pas une part de responsabilité dans la maladie d'Ali Bongo. Dieu seul sait.
Dieu seul sait. Donc, vraiment, Sylvia Bongo, tu aurais pu être un modèle pour les jeunes filles gabonaises. Mais malheureusement, tu as raté cette occasion. C'est dommage. Parce que une femme doit jouer un rôle utile à côté de son mari. Alors, Sylvia Bongo, avant de partir, je vais te raconter une histoire pleine de sagesse et de moralité. L'histoire qui met en exergue une vraie femme, qui était une bonne femme pour son mari. Sylvia Bongo, dans ce village, il y avait un homme. Cet homme-là s'appelait Mumbina. Mumbina avait sa femme. Mais comme tout homme sur cette planète, il avait parfois une forte pression au bas-ventre qui le poussait à aller chercher ailleurs. Il voulait respecter un principe diététique sexuel. Et Mumbina, au plus fort de sa pression au bas-ventre, est allé sortir une femme en brousse. Mais il se trouvait qu'il y avait des lois dans ce village. On ne pouvait pas aller coucher une femme en brousse. Celui qui était surpris en train de coucher une femme en brousse, tant pis pour lui. Celui qui allait coucher une femme en brousse, même à l'insu des autres villageois, était frappé d'une malédiction, d'une maladie. Et Mumbina est tombé dans cette trappe. Mumbina est allé sortir une femme en brousse. Et mal lui en a pris. Parce que, au sortir de cette aventure sexuelle, Mumbina a attrapé une malédiction. Cette testicule était enflée maintenant comme une calebasse. Oui, cette testicule s'était enflée comme une calebasse. Et il fallait que des génies interviennent pour le sauver. Parce que les guérisseurs qui faisaient la réputation du village, avaient été dépassés par ces sorts. Donc Mumbina traînait maintenant cette testicule comme une calebasse. Et chaque matin, il demandait donc à ses enfants de l'accompagner en brousse. Il y avait un arbre sacré où il devait passer la journée à méditer, à faire des prières, afin que les génies de la forêt intercèdent pour lui, pour qu'il retrouve ses automatismes sexuels. Parce que même son porte-palabre n'agissait plus. Oui, son bijou de famille, son porte-palabre n'agissait plus à la suite de cette infidélité. Et un jour, alors que les enfants l'avaient déposé derrière cet arbre, il est resté à méditer, à engager un discours intérieur pour demander au Dieu, au génie de la forêt, de le rendre tel qu'il était. Et pendant qu'il était là, en pleine méditation, il a vu un margouillat qui courait, qui est venu se mettre sous ses pieds, donc sous cette testicule qui était devenue comme une calebasse. Ces margouillats étaient poursuivis par un épervier. Et l'épervier est venu se planter devant Mumbina pour dire à Mumbina, qui était devenu aussi aveugle, parce qu'il n'y avait pas que
son porte-palabre qui avait des soucis. Il n'y avait pas que son bijou de famille qui avait des soucis. Mais Mumbina était devenu aussi aveugle. C'est pourquoi les enfants le guidaient jusque là-bas. Donc le pervier est venu. Et le pervier s'est adressé à Mumbina. Il a dit, moi je traque. Je traque au margouillat qui est entré sous tes pieds là. Qui est sous ta calebasse là. Il faut me le livrer. Si tu me le livres, je te rends la vue. Et Mumbina était tenté de retrouver la vue. Mais quand le margouillat écoutait cette proposition venant de l'épervier, le margouillat a dit à Mumbina, si tu me caches, si tu me protèges, si tu ne me livres pas, moi je te soigne. Tes testicules là, ça ne deviendra plus comme, ça ne sera plus comme une calebasse. Ça va retrouver sa forme normale. Et Mumbina était embêté. Parce que Mumbina était né bon pied, bon oeil. Un beau garçon. Il avait maintenant ses handicaps. Le bijou de famille. Enfin, l'arbre à palabre. Le porte-palabre plutôt. N'agissait plus. Les testicules étaient devenus comme une calebasse. Les yeux, il était devenu aveugle. Il fallait choisir. Et il a dit à l'épervier, c'est compliqué pour moi. Attends, je vais faire venir ma femme et mes enfants. Ils vont m'aider à trancher dans ce qui apparaît comme une sorte de dilemme. Donc, Mumbina a fait venir sa femme Marundu. Il a fait venir sa fille Paga et son fils Pogu pour trancher. Naturellement, Pogu a dit, il faut que on laisse le margouillat. Comme ça, papa va retrouver son arbre, son porte-palabre. Il faut que son porte-palabre redevienne comme avant. Parce que naturellement, maman a besoin de ça. Et Paga, la fille, a dit, bon, on est déjà grand, on n'a plus besoin, maman n'a plus besoin de faire des enfants. Donc même si le porte-palabre de papa là ne marche plus, même s'il a maintenant cette calebasse là, c'est pas important. Le plus important, c'est sa vue. Il faut qu'il retrouve la vue. Mais il n'y avait pas à choisir. Il fallait trouver. Et Marundu qui était là, avec un peu plus de recul et de sagesse, ce qui n'est pas une qualité chez toi. Marundu a dit, attendez, attendez. Votre père a besoin de son porte-palabre, parce que moi j'en ai besoin. Votre père a besoin de sa vue. Parce qu'il doit nourrir sa famille, il doit continuer à faire la chasse. Donc, si on ne satisfait pas l'épervier ne va pas lui rendre la vue. Si on livre le margouillat, l'épervier ne pourra pas soigner le porte-palabre de votre père. Or, moi j'en ai besoin. On va trancher. Marundu a dit, c'est simple. Chérie, tu ne livres pas le margouillat à l'épervier. C'est qu'on va faire. On va proposer à l'épervier, au lieu de manger le margouillat, on va lui proposer un poussin. Évidemment, l'épervier qui n'avait jamais goûté au poussin, il était enchanté, il a dit, ah oui. J'ai entendu parler, on me dit que le poussin est appétissant. Donnez-moi le poussin. Et on a envoyé Pogu au village rapidement, aller attraper un poussin pour venir donner à l'épervier. Et l'épervier, à partir d'un battement d'aile, autour de Mumbina, il a rendu la vue à Mumbina. Pendant ce temps, le margouillat qui était en bas, sous la calebasse, il a fait son œuvre magique pour rendre à Mumbina son porte-palabre et rétrécir cette testicule pour les rendre en l'état normal. Et c'est comme ça qu'on a sauvé Mumbina. Parce qu'il y avait Marundu qui avait la sagesse. Si Marundu était maladroite comme toi, il aurait pu dire, bon, moi j'ai mon bonobo, mais alors que son porte-palabre reste comme ça, parce que c'est un homme infidèle, il est allé faire là-bas, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Moi, c'est une bonne occasion pour moi d'aller chercher mon bonobo dehors. Mais Marundu n'a pas fait ça. Marundu a trouvé le juste milieu. Tout ça parce que Marundu c'est une femme sage. Et quand on a une femme sage, on ne prend pas des décisions alambiquées.
Et Marundu, c'est un modèle de sagesse. C'est dommage. Si ma grand-mère vivait, elle t'aurait prêté sa sagesse. Mama.
siri. Yadegi mo nyabi mama. Menyarundi mo nyabi mama. Menyasebe de bien yo mama. Mama,